Voici l'histoire fascinante du premier milliardaire de tous les temps, un homme qui a dérangé le gouvernement américain au point qu'une loi ait été créée contre lui et qui a révolutionné le monde de la philanthropie moderne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cet empire pétrolier a changé la face du monde et quelles leçons nous pouvons en tirer aujourd'hui. John Davison Rockefeller est né le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'État de New York. Ironie du sort, dans une ville dont le nom signifie littéralement « ville riche ». Son enfance est marquée par l'instabilité à cause de son père William Rockefeller, surnommé Big Bill, un personnage charismatique mais totalement irresponsable. Ce père se présentait régulièrement comme médecin itinérant sous le pseudonyme du docteur William Livingstone, vendant des élixirs miracles censés tout guérir de la calvitie au cancer. Big Bill partait souvent pendant des semaines, voire des mois, sans prévenir, laissant sa famille dans l'incertitude, puis revenait couvert de richesses temporaires avant de disparaître à nouveau. La mère de John, Eliza, était tout le contraire, douce et rigoureuse, profondément croyante selon la foi presbytérienne, une valeur qu'elle transmit à son fils. Étant l'aîné des garçons, John aida très tôt sa mère dans l'éducation de ses frères et sœurs et chercha rapidement à apporter des revenus stables au foyer. Dès son plus jeune âge, il montra un talent pour les affaires en élevant des dindons, en revendant des bonbons achetés en gros et même en prêtant de l'argent à ses voisins avec des taux d'intérêt lui assurant un bénéfice. C'est à cette époque qu'il comprit une leçon fondamentale qu'il citera plus tard. « J'ai compris ce jour-là qu'il ne s'agit pas de travailler pour l'argent, il faut que l'argent travaille pour vous. » À 16 ans, faute de moyens pour financer des études de pasteur comme il l'envisageait, John quitta l'école et entra dans le monde du travail. Obsédé par l'organisation, il tenait un petit carnet rouge où il notait méticuleusement chaque dépense et revenu, une habitude qu'il conserva toute sa vie. Nous vous remercions de suivre notre histoire avec tant d'intérêt, mais saviez-vous que jusqu'à 62% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées ? Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de nos 2 sujets incroyables que nous publions chaque mois. Après une formation de 3 mois en comptabilité, John chercha son premier emploi à Cleveland, dans l'Ohio, une ville en pleine expansion, en déposant sa candidature chaque jour pendant des semaines, jusqu'à trouver un poste d'assistant comptable chez Hewitt & Tuttle, une entreprise de courtage. Le 26 septembre, jour de son embauche qu'il appellera le Job Day, restera plus important pour lui que son propre anniversaire tout au long de sa vie. Son talent pour les chiffres et son sens de l'organisation impressionnèrent rapidement ses employeurs, et il prit vite des responsabilités importantes. Fidèle à ses valeurs, il commença dès cette époque à donner environ 10% de ses modestes revenus à des œuvres de charité, particulièrement à l'église baptiste qu'il fréquentait assidûment. À 20 ans, il fonda avec Maurice Clark une entreprise de commerce de produits agricoles qui prospéra pendant la guerre de sécession, période où il choisit de payer quelqu'un pour aller combattre à sa place plutôt que de s'engager lui-même. En 1863, convaincu par un chimiste britannique nommé Samuel Andrews que l'avenir se trouvait dans le pétrole, John investit dans une petite raffinerie à Cleveland. Sa vision stratégique le différencia immédiatement. Alors que tous se précipitaient vers l'extraction du pétrole, il comprit que le raffinage était l'élément clé puisque sans ce processus, le pétrole brut restait inutilisable. Le raffinage transformait le pétrole en kérosène, carburant essentiel pour l'éclairage à une époque où l'électricité n'existait pas encore. Pour assurer le succès de son entreprise, John ne se contenta pas de raffiner le pétrole mais fabriqua ses propres barils, organisa lui-même le transport et plus tard construisit même ses propres wagons-citernes. En 1870, à 31 ans, il fonda la Standard Oil à Cleveland, début d'une stratégie globale pour fournir un kérosène fiable et accessible à tous. Sa méthode révolutionnaire consista à établir des accords secrets avec des compagnies ferroviaires pour obtenir des tarifs préférentiels, souvent 50% inférieurs à ceux de ses concurrents. Face à cette concurrence impossible à soutenir, les autres entreprises pétrolières avaient 2 options, vendre leur affaire à la Standard Oil ou disparaître. En 10 ans, la Standard Oil absorba 22 raffineries locales et finit par contrôler 90% du marché pétrolier américain. Pour consolider son empire, John créa en 1882 le Standard Oil Trust, une structure regroupant plus de 40 entreprises sous une seule entité tout en contournant habilement les lois locales. Cette domination finit par attirer les critiques, notamment celle de la journaliste Ida Tarbell, qui publia une enquête détaillée sur ses pratiques commerciales, le comparant à un ogre économique. En réponse à ces abus, le gouvernement américain adopta en 1890 le Sherman Antitrust Act, une loi destinée à limiter les monopoles. Ce n'est qu'en 1911 que la Cour suprême ordonna le démantèlement de la Standard Oil en 34 entreprises distinctes, dont certaines deviendront plus tard des géants comme Exxon, Chevron ou Mobil.
Ironiquement, ce démantèlement eut pour effet d'augmenter considérablement la fortune personnelle de John Rockefeller, faisant de lui officiellement le premier milliardaire de l'histoire avec une richesse représentant environ 2% du PIB américain. Dans sa vie privée, John restait fidèle à ses convictions religieuses, menant une existence simple malgré son immense fortune, ne buvant pas d'alcool, ne fumant pas et faisant du vélo quotidiennement. Convaincu que sa richesse était un don de Dieu, il se considérait comme un missionnaire chargé de la redistribuer pour le bien commun. Dès ses premiers salaires, il avait pris l'habitude de donner 10% de ses revenus à des œuvres caritatives, une pratique qu'il maintint toute sa vie. Face à l'afflux de demandes d'aide qu'il recevait, John transforma la charité traditionnelle en philanthropie moderne, créant des institutions durables plutôt que de faire des dons ponctuels. Sa plus grande œuvre philanthropique fut la fondation de l'Université de Chicago en 1892, suivie par la création du Rockefeller Institute for Medical Research inspiré de l'Institut Pasteur. Particulièrement intéressé par la santé publique, il finança des recherches contre les maladies tropicales comme le paludisme et la fièvre jaune, contribua à la création de l'Organisation mondiale de la santé et soutint de nombreux hôpitaux et écoles de médecine à travers le monde. John Rockefeller se retira officiellement des affaires en 1897 à 58 ans, mais continua à superviser son empire via son fils John Jr. Durant sa retraite, il se mit au golf, s'ouvrit davantage aux autres et passa d'une image d'homme d'affaires impitoyable à celle d'un grand-père bienveillant. Il s'éteignit en 1937 à l'âge de 97 ans, laissant derrière lui un héritage complexe mêlant pratiques commerciales controversées et philanthropie révolutionnaire. Son influence a continué de façonner l'économie et la société occidentale bien après sa mort, notamment à travers la Fondation Rockefeller qui reste aujourd'hui une des plus grandes organisations philanthropiques au monde. John Rockefeller a ainsi inventé le capitalisme de monopole tout en créant un modèle de philanthropie stratégique qui inspire encore les milliardaires contemporains, illustrant parfaitement les contradictions du rêve américain.